fond d'un vieux jardin retiré du marais. C'était un ménage exemplaire. Un jour, que ma fourrure naissante m'avait mis, malgré moi, le cœur en joie, comme je voltigeais dans une allée, je me mis pour mon malheur à chanter. À la première note qu'il entendit, mon père sauta en l'air comme une fusée. Qu'est-ce que j'entends là? Est-ce ainsi qu'un maire le siffle? Est-ce que je siffle? Est-ce cela siffler? Et ça va entrer de ma mère, avec la contenance la plus terrible. Malheureuse! Qui a pondu dans ton nid? À ces mots, ma mère, indignée, s'élança de son écuelle. Non, sans se faire de mal à une patte. Elle voulut parler, mais ses sanglots la suffoquaient. Elle tomba à terre à demi-pas même, je la vis près d'expirer. Alors épouvantée et tremblant de peur, je me jetai aux genoux de mon père. Oh mon père, si je suis de travers, et si je suis mal vêtu, que ma mère n'en soit pas punie. Est-ce sa faute si la nature m'a refusé une voix comme la vôtre? Est-ce sa faute si je n'ai pas votre beau bec jaune et votre bel habit noir qui vous donne l'air d'un marié en train d'avaler une omelette? Si le ciel fait de moi un monstre, si quelqu'un doit emporter la peine, que j'en sois du moins le seul malheureux de te pas plus. Tu n'es pas un merle. Tu n'es pas mon fils. Que suis-je donc, monsieur, s'il vous plaît? Je n'en sais rien. Mais tu n'es pas mon fils. Une certaine nuit où il pleuvait à verse, j'allais m'endormir, exténué de faim et de chagrin, lorsque je vis se poser près de moi un oiseau plus mouillé, plus pâle et plus maigre que je ne le croyais possible. Qui es-tu? me demanda-t-il d'une voix aussi rauque que son crâne était chauve. Hélas, monsieur, je n'en sais rien. Je croyais être un merle, mais on m'a convaincu que je n'en suis pas un. Si tu étais un ramier comme moi, me dit-il, après m'avoir écouté, les niaiseries dont tu t'affliges ne t'inquiéteraient pas un moment. Nous voyageons, c'est là votre vie, et nous avons bien nos amours. Mais je ne sais qui est mon père. Fendre l'air, traverser l'espace, voir à nos pieds les monts et les plaines, respirer l'azur même des cieux, et non les exhalaisons de la terre. Courir comme la flèche à un but marqué qui ne nous échappe jamais. Voilà notre plaisir et notre existence. Je fais plus de chemin en un jour qu'un homme n'en peut faire en 10. Je pris mon vol, j'ouvris mes ailes et je partis. Et aussitôt, elle se mit à voltiger, ça et là, sur les buissons qui nous entouraient, allant et venant de côté et d'autre, apportant quantité de bêtes et de fruits, dont elle fit un petit tas à côté de moi, tout en continuant ses questions. Qui êtes-vous? Donnez-vous. C'est une chose incroyable de votre aventure. Où alliez-vous? Voyagez seul si jeune que vous sortez de votre première vue. Que font vos parents? D'où sont-ils? Comment vous laissent-ils aller dans cet état-là? Mais c'est à peine dressé les plumes sur la tête. Notre vie se compose de deux choses. Caqueter et nous chatifier. Je me mis
et une demi-douzaine d'oiseaux de différentes espèces. Mais qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Et m'allongeant un grand coup de coude, elle me jeta à bas avec une telle vigueur que je tombai dans une bruyère où dormait une grosse gelinotte. Ma mère, elle-même, dans son écuelle, n'avait pas un tel air de béatitude. Le triste effet produit par mon chant ne laissait pas que de m'attrister. Hélas, musique, hélas, poésie, me répétais-je en regagnant Paris. Qu'il y a peu de cœurs qui vous comprennent. Quel mystère inexplicable! Ces plumes, ces ailes et ces pattes ne sauraient-elles former un ensemble auquel on puisse donner un nom? J'allais poursuivre mes doléances lorsque je fus interrompu par deux portières qui se disputaient dans la rue. Ah, parbleu! Dit l'une d'elles à l'autre. Si tu en viens jamais à bout, je te fais cadeau d'un merle blanc. Voilà mon affaire. Je suis fils d'un merle. Et je suis blanc. Je suis un merle blanc. J'ai un succès digne de moi. C'est-à-dire sans pareil. Le sujet de mon ouvrage n'était autre que moi-même, et j'y racontais mes souffrances passées avec une fatuité charmante. Je mettais le lecteur au fait de 1000 détails domestiques du plus piquant intérêt. La description de l'écuelle de ma mère comportait pas moins de 14 chants. J'en avais compté les rainures, les trous, les bosses, les éclats, les échardes, les clous, les teintes diverses, les reflets. J'en montrais le dedans, le dehors, les bords, les côtés, les plans inclinés, les plans droits. Passant au contenu, j'avais étudié les brins d'herbe, les pailles, les feuilles sèches, les petits morceaux de bois, les débris des mouches, les gouttes d'eau, et les pattes des hannetons qui s'y trouvaient. Non, c'était une description ravissante. Monsieur! Quand vous êtes un grand merde, quand vous avez bien peint dans votre poème immortel la profonde souffrance du génie méconnu, si nous n'étions pas aussi incompris que possible, nous le deviendrions après vous avoir lu. Combien nous sympathisons avec vos douleurs, avec votre sublime mépris du vulgaire. Voici une musique que mon épouse a composée sur un passage de votre préface. Elle rend merveilleusement l'intention de l'auteur. Mon bec est trop court, et mon pied trop grand. Et voyez que le cou se s'affublé. La longueur de mon corps n'en fait pas les 2 tiers. Il n'est pas là de quoi se donner au diable. Et moi, monsieur, mon infortune est encore plus terrible. La queue de mon confrère balaye les riz. Mais les polissons me montrent au doigt à cause que je n'en ai point. Je suis blanc, messieurs. Devenez-le. Et nous verrons ce que vous saurez dire. Je reçus un jour, de Lourdes, une lettre signée d'une jeune merlette. J'ai lu votre poème et l'admiration que j'ai éprouvée m'a fait prendre la résolution de vous offrir mon cœur et ma personne. Je suis semblable à vous. Je suis une merlette blanche. Une merlette blanche. Un jour où elle se livrait au travail avec une ardeur inaccoutumée, je remarquai qu'elle suait à grosses gouttes, et je fus étonné de voir en même temps
Elle avait une grosse tache noire dans le dos. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce-t-on? Êtes-vous malade? Elle paraît d'abord effrayée, et même penaude. D'ailleurs, la grande habitude qu'elle avait du monde l'aida bientôt à reprendre l'empire admirable qu'elle gardait toujours sur elle-même. Elle me répondit, c'est une tache d'encre, et j'y suis fort sujette dans mes moments d'inspiration. Est-ce que ma femme déteint? Oh, de quand ainsi, je pleurais sur ma femme. Et elle déteignait, visiblement. Chaque larme qui tombait de mes yeux apparaissait une plume, non pas même noire, mais du plus vieux roux. Je crois qu'elle avait déjà déteint autre part. Je pris mon courage à deux pattes. Je résolus de quitter le monde, d'abandonner la carrière de lettres et de fuir dans un désert. S'il n'était possible à jamais d'éviter l'aspect d'une créature vivante. De chercher comme Alceste un endroit écarté, d'être Merle Blanc revenu la liberté.